Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau dans le passé, à la découverte de l'histoire de Babylone. C'est un voyage qui va nous amener à découvrir la Mésopotamie, mais aussi la réalité derrière ce nom de Babylone, qui fait à la fois rêver. On imagine une ville très ancienne, exotique. On connaît l'histoire des jardins suspendus de Babylone, dont je vais vous parler. Mais aussi, si vous connaissez un peu les textes bibliques, c'est une ville qui a une réputation assez mauvaise dans les mythes ou les textes religieux. On en a fait une sorte d'incarnation du mal. Et d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, dans certains milieux chrétiens, on qualifie les villes jugées perverses, comme Las Vegas ou New York, de Babylone moderne, par comparaison, par assimilation avec cette ville. Et c'est aussi la ville où on situerait le mythe de la tour de Babel, selon lequel les hommes ont cherché à construire une tour pour s'élever jusqu'au ciel, montrant par là leur arrogance, et Dieu les aurait punis en brouillant leur langage, en faisant apparaître de très nombreuses langues qui les empêchaient de communiquer et donc de construire cette tour. Derrière ces mythes, il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. L'histoire de Babylone est beaucoup moins bien connue que certaines villes égyptiennes, par exemple, mais néanmoins il y a quelques grandes dates, quelques grandes évolutions qui sont relativement bien cernées par l'archéologie et par l'histoire, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors déjà, parler de Babylone, c'est partir en Mésopotamie. La Mésopotamie, qu'est-ce que c'est? C'est une des régions du monde où les premières civilisations organisées sont apparues. C'est une région qui se situe à peu près sur le territoire de l'Irak aujourd'hui, et qui s'appelle Mésopotamie en référence à deux fleuves qui traversent cette région, le Tigre et l'Euphrate. Et d'ailleurs, Mésopotamie est un terme formé de racines grecques, méso, qui veut dire au milieu, entre, et potamos, qui veut dire fleuve. C'est le même potamos qu'on retrouve dans Hippopotame, par exemple, le cheval du fleuve. La Mésopotamie, c'est cette région entre et autour de ces deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Ces deux fleuves prennent leur source dans l'est de la Turquie, dans les montagnes, et s'écoulent pour une grande partie donc en Irak, mais aussi en Syrie, et pour une petite part en Iran, avant de se jeter dans le golfe Persique, dans le sud de l'Irak.
C'est dans cette région qui fait partie de ce qu'on appelle le croissant fertile au Moyen-Orient que des civilisations évoluées avec des villes, avec un système d'écriture sont apparus il y a plus de 6000 ans, à peu près en même temps, voire légèrement avant l'Égypte antique. Et cette évolution, comme en Égypte, a été permise par les conditions géographiques et climatiques. C'était une région fertile grâce à ces fleuves qui la traversaient, de même que le cours et le delta du Nil qui ont permis l'émergence de la civilisation égyptienne. Et la plus ancienne de ces civilisations connues, qui est apparue dans le sud de la Mésopotamie, donc au niveau du sud de l'Irak actuel et du Koweït, était la civilisation de Sumer. Les Sumériens sont notamment connus pour avoir inventé les premiers systèmes d'écriture avec des marques qui étaient faites avec des stylets ou des poinçons qui ressemblent un peu à des marques de clous sur des tablettes en argile. Et pour cette raison, on a appelé ce type d'écriture originaire de Sumer l'écriture cunéiforme, une racine qui veut dire clou. Et ce sont des formats d'écriture qui sont l'ancêtre des systèmes de représentation de mots par des signes, voire par la suite d'un système d'alphabet qui permet de combiner des syllabes pour former des mots. Ce qui a permis l'émergence d'une civilisation plus avancée avec des villes, avec une élévation du niveau de connaissances techniques, avec des systèmes politiques plus larges, plus hiérarchiques. Ce sont probablement les conditions géographiques et climatiques. On est dans une région fertile où les rendements agricoles sont relativement élevés, comme en Égypte, et ces rendements agricoles permettent de nourrir des populations qui ne travaillent pas la terre, des populations d'artisans, de fonctionnaires, de militaires, d'alimenter des villes, et la concentration de population, voire l'ouverture de liens commerciaux entre les villes avec d'autres régions, permet un brassage des idées, une élévation des connaissances qui font passer à cette période, il y a plusieurs milliers d'années, progressivement, l'humanité d'une agriculture très dispersée à des systèmes plus organisés et des royaumes qui peuvent s'étendre, englober parfois plusieurs villes et quitter la dimension du petit village ou de la tribu. Et c'est dans ce contexte, grâce à son environnement, grâce à sa densité de population, que la Mésopotamie, pendant plusieurs milliers d'années, va être un creuset
de civilisation dans lequel des villes, parfois très grandes pour l'Antiquité, vont apparaître, des villes dont les noms nous sont souvent connus. Babylone va en être un, mais il y a aussi Ur en Chaldée. La Chaldée, c'est cette région du sud de la Mésopotamie. Des villes comme Ninive également, dans le nord de la Mésopotamie, qui correspond au Kurdistan irakien aujourd'hui. Et autant l'Égypte va être pendant de très longues périodes un univers politiquement unifié, autant la Mésopotamie va parfois être unifiée, mais généralement elle est fractionnée en des cités-États qui parfois s'étendent pour constituer des royaumes, mais la Mésopotamie sera rarement unie politiquement. Donc on parle de plusieurs civilisations ou royaumes mésopotamiens, et en particulier on distingue le sud de la Mésopotamie, où apparaîtront successivement Sumer et beaucoup plus tard la Babylonie, du nord où un royaume culturellement proche va également briller pendant des siècles sous le nom de l'Assyrie. Les Assyriens sont les Mésopotamiens du nord qui, par moments, contrôleront le sud également de la Mésopotamie et Babylone. Alors on ne sait pas précisément quand Babylone a été fondée. Le long du Tigre et de l'Euphrate, de nombreuses villes existaient, de tailles différentes, mais Babylone commence à devenir une ville importante dans ce contexte de la Mésopotamie. Il y a à peu près 4000 ans, à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, elle apparaît comme une ville connue pour son importance religieuse et politique au niveau local. Alors, les dieux mésopotamiens, le panthéon mésopotamien est mal connu du public aujourd'hui. Autant on connaît assez bien les dieux égyptiens, par exemple, autant les noms de ces divinités mésopotamiennes sont un peu oubliés. Le dieu tutélaire, le patron de Babylone, qui plus tard deviendra le roi des dieux dans le panthéon mésopotamien grâce à l'émergence de Babylone, est une divinité qui s'appelle Marduk. Il y aura également beaucoup d'autres dieux dont l'importance religieuse et politique pouvait monter et descendre en fonction de la puissance des villes où ils étaient adorés. Un autre nom de divinité qui est assez connu, c'est la déesse Ishtar, qui a laissé son nom à une porte de Babylone, construite bien après, j'en reparlerai, la porte d'Ishtar. Mais pour en revenir à Babylone, ce qu'on sait, c'est que après être apparu dans le début du 2e millénaire ou la fin du 3e avant Jésus-Christ, elle connaît une première phase d'expansion et de grande puissance au XVIIIe et XVIIe siècle
avant Jésus-Christ, sous le règne d'un roi dont le nom va peut-être vous dire quelque chose, le roi Hammurabi. C'est un roi qui a laissé son nom à ce qu'on appelle le Code d'Hammurabi, un code juridique écrit, et le fait d'écrire la loi est en soi un progrès de civilisation. Et donc il a laissé un rôle de législateur, d'organisateur du royaume qui commençait à s'étendre autour de la Babylonie. Mais suite à cette phase de rayonnement de Babylone, les armées de la ville sont battues par le royaume assyrien qui lui bénéficie d'une unité et d'une stabilité politique plus forte. La rivale principale à cette époque de Babylone dans le monde mésopotamien, c'est la ville de Ninive, plus au nord, capitale de la Syrie. Et pendant plusieurs siècles, Babylone va rester une ville religieusement et culturellement importante, peut-être même la plus grande ville de Mésopotamie, sans pour autant se doter d'un royaume ou d'un empire qui aille très au-delà des limites de la ville. La Babylone qui va rentrer dans l'histoire telle qu'on la connaît avec ses jardins suspendus, la tour de Babel, la porte d'Ishtar, les palais, une ville gigantesque, c'est en fait celle de l'empire qu'on appelle néo-babylonien, qui va durer peu de temps, à peine plus d'un siècle, mais s'avérer particulièrement brillant. Au 7e et au 6e siècle, avant Jésus-Christ, Babylone reprend une expansion avec une nouvelle dynastie, une dynastie qui s'est installée sur le trône de la ville, venue de Chaldée, cette région du sud de la Mésopotamie, et elle parvient en s'alliant avec les Mèdes. Les Mèdes sont un peuple de l'Orient qui occupait une partie de l'Iran actuel, qui, donc allié aux Mèdes, bat les Assyriens, s'empare d'ailleurs à la fin du 7e siècle de Ninive, la capitale de la Syrie, et l'empire assyrien ayant été réduit, les Babyloniens deviennent maîtres de toute la région de Mésopotamie et vont même s'étendre vers l'ouest, vers l'ensemble de la Syrie, vers la Palestine, et y rencontrer à cette époque la puissance égyptienne, qui est en phase plutôt de déclin et de retrait à cette époque, et le souverain le plus connu de cet empire néo-babylonien, c'est Nabuchodonosor, Nabuchodonosor II. Il y en avait eu un autre plusieurs siècles auparavant, et la plupart des mythes ou des clichés relatifs à l'histoire de Babylone datent ou sont datés de cette époque. Déjà parce que le royaume, et maintenant même l'empire de Babylone, affronte le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est un royaume
assez petit qui occupe le Liban, une partie de la Syrie et le nord d'Israël. Et ce royaume est battu et réduit à l'état de vassal de Babylone, mais il se révolte et les armées de Babylone marchent sur le royaume de Juda, le conquièrent et s'emparent de Jérusalem une première fois. Puis le royaume de Juda, les Judéens, se révoltent à nouveau et cette fois Nabuchodonosor conquiert et détruit Jérusalem et son temple. Cette histoire de la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens est quelque chose qui a profondément marqué l'histoire des Juifs et même des chrétiens. Ce sont des épisodes relatés dans la Bible et par deux fois les Judéens sont déportés de leur pays vers Babylone pour y être réduits en esclavage. De cet épisode, probablement, date la diabolisation de Babylone qui va frapper l'imaginaire par sa puissance. Je vais vous parler dans un instant de ce qu'était cette ville au moment de son apogée, et une puissance vue comme diabolique parce que polythéiste, avec de très nombreuses divinités extrêmement puissantes, ayant humilié et détruit les symboles des Judéens et de leur religion. Et à partir de là, se forme une image très négative qui va perdurer dans la tradition juive déjà, puis chrétienne, pendant l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, et même sous forme de mythe, nous parvenir encore. La cité de Babylone, pendant le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est probablement la plus grande ville de l'Antiquité à cette époque. On ne sait pas quelle pouvait être sa population, mais on peut estimer quelque chose de l'ordre de 100 000 habitants, ce qui est gigantesque pour l'Antiquité. Et c'était une ville avec des murailles extrêmement puissantes qu'on a retrouvées, des murailles très hautes et épaisses de plusieurs mètres, des palais. On raconte, même si on n'en a retrouvé qu'un seul, que les rois de Babylone disposaient de 3 palais gigantesques dans la ville. Et également, selon la tradition grecque, c'est à Babylone qu'on trouvait les jardins suspendus, que les Grecs avaient considéré comme une des merveilles du monde, une des 7 merveilles du monde, même si l'existence de ces jardins suspendus est assez incertaine. En fait, on n'a jamais retrouvé là où ils auraient pu être construits. Par jardin suspendu, ce qu'on entend probablement, c'est un système de terrasses avec une irrigation qui permettait de faire pousser des plantes en hauteur, comme une sorte de pyramide ou
d'édifices couverts de végétation, mais on n'a pas de preuves absolues. On a seulement des chroniques, des récits d'origine grecque surtout, qui sont assez nombreux, mais peut-être qui ont tous la même source. Et cette histoire des jardins suspendus vient peut-être d'une exagération faite à partir des palais qui existaient à Babylone. Par contre, ce qui a vraiment existé, c'est à Babylone ce qu'on appelle un ou une ziggourate, qui a probablement donné naissance au mythe de la tour de Babel. Les ziggourates, c'étaient de grands édifices présents dans toutes les grandes villes de Mésopotamie, un peu entre la pyramide et la tour, avec une grande terrasse construite en hauteur, accessible par des rampes, et sur lequel probablement des petits édifices religieux étaient construits. En tout cas, c'étaient des édifices très impressionnants pour l'époque, avec une vocation religieuse, et sans doute que c'est autour de ces ziggourates que le mythe de la tour de Babel, de l'arrogance des hommes qui défient Dieu par leur orgueil architectural, est né. Suite à cette phase de rayonnement de l'empire néo-babylonien, on est maintenant à la fin du VIe siècle. Babylone connaît une crise et un déclin assez rapide. La chute de Babylone va venir de l'empire perse, qui est en pleine émergence à cette époque. Ce même empire perse qui plus tard va être conquis par Alexandre le Grand, mais qui pour le moment est en train d'envahir l'ensemble du Moyen-Orient, et l'empereur de Perse, Cyrus, s'empare de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Il se fait acclamer roi de Babylone, et il met fin définitivement à l'indépendance de Babylone, qui va quand même rester dans les siècles suivants une ville importante, dotée sans doute de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, mais qui va successivement passer sous la coupe d'envahisseurs étrangers. Après les Perses, ce seront les Grecs et Alexandre le Grand, et ensuite à la chute de l'empire grec, le déclin de Babylone va s'accélérer jusqu'à ce que petit à petit la ville se vide de ses habitants. Elle devient trop grande pour sa population, et elle finit plusieurs siècles après par se dissoudre quasiment, jusqu'à plus n'être qu'un village entouré de ruines, avant d'être totalement dépeuplé dans les premiers siècles de notre ère. Et c'est donc à cette période que cette ville, qui a été fondée plus de 2 millénaires auparavant, disparaît véritablement en tant que réalité, pour ne devenir plus qu'un mythe biblique et littéraire. Et c'est sous cette forme de mythe
que Babylone a traversé les siècles suivants, devenant l'incarnation du polythéisme que les religions monothéistes condamnent fermement, devenant pour les Juifs le symbole de la ville maudite qui les a déportés avant que les Perses qui ont conquis Babylone ne leur permettent de rentrer chez eux. Et devient aussi l'endroit où ce mythe de la tour de Babel est localisé, si bien qu'une sorte de légende noire a entouré la ville de Babylone. Et c'est en fait seulement au XIXe siècle, avec notamment des explorations entreprises par des archéologues allemands, que les restes de la ville ont commencé à être étudiés scientifiquement et qu'on a validé beaucoup de documents et de récits hérités notamment des Grecs. Mais pour autant, l'histoire de Babylone reste mal connue parce que on a retrouvé les couches les plus superficielles, mais dans les couches les plus anciennes de la ville, il a été impossible de fouiller. La nappe phréatique qui est située sous la ville est beaucoup remontée au fil des siècles et elle a absorbé beaucoup de vestiges de la Babylone d'avant Nabuchodonosor et la Babylone du 3e et du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et bien sûr, la situation politique en Irak fait qu'il est difficile de monter des campagnes de recherche aussi bien sur Babylone que sur les autres vestiges mésopotamiens de cette région. Voilà, j'espère que ce survol vous a intéressé et qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.